Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons fait la comparaison du fusil prussien 1841 et du chassepot 1866, qui tirent tous les deux une cartouche en papier combustible. Bien sûr, l'utilisation des cartouches en est à ses tout débuts et elle va évidemment changer de forme et suivre l'évolution des arsenaux militaires des différents pays. Alors, en 1867, la tension internationale est à son comble. Et l'éventualité d'une agression de la Prusse sur la France devient particulièrement au goût du jour. On sait que la Prusse a des effectifs importants. Elle peut aligner d'emblée 500 000 hommes, 1 250 000 avec ses réserves. La France peut aligner d'emblée 250 000 hommes, avec ses réserves 500 000. Un rapport plus du simple double. Pour pallier ce déficit d'effectifs, le maréchal Niel, ministre de la guerre, va créer la garde nationale mobile. Chaque département français devant produire un contingent. Et cette nouvelle armée, cette armée de réserve, il fallait l'armer, l'équiper. Or, il se trouve que dans les arsenaux se trouve une quantité énorme de fusils et de carabines à chargement par la bouche, qui sont en excellent état, pour pas dire neuf. La solution donc est évidente, il faut les transformer à chargement par la culasse. Le principe, le procédé utilisé par la France est une copie du système de Snyder, de l'américain Jacob Snyder, qui a déjà servi à transformer les fusils Enfield modèle 1853 de Sa Gracieuse Majesté la Reine Victoria. C'est un système simple qui a donné beaucoup de succès et qui a servi essentiellement dans les campagnes coloniales du Royaume-Uni, notamment les guerres contre les Zoulous et les guerres des Boers. Alors, ce système de chargement par la culasse de cet ensemble d'armes à chargement par les bouches est assez simple finalement. Pour ne pas payer de royalties à Jacob Snyder, les Français ont exhumé un vieux contrat, qui avait été établi par un Français dont le nom est Schneider, c'est pas tombé loin d'ailleurs, bon, et qui a donc été adopté par la France. Alors le système est simple, il suffit évidemment alors vous avez ici un chien marteau, vous avez donc ici un bloc culasse pivotant autour d'une charnière latérale qui va permettre l'ouverture de ce nouvel espace et le fermer à volonté. Et donc ce bloc culasse est traversé entièrement, voyez-vous, par une tige sur laquelle est monté le percuteur. Lorsque vous aurez donc chambré la cartouche, fermé la culasse, et il n'y aura plus qu'à appuyer sur la queue de détente, le chien viendra frapper la tête de la tige, propulser le percuteur qui viendra frapper l'amorce de la cartouche. C'est une arme qui est relativement fruste, mais qui a donné de bons services. Alors, la transformation de ces fusils, parce que la plupart des fusils qui ont été transformés à ce système sont des fusils d'infanterie modèle 1857, des fusils de dragon du même millésime, mais surtout des carabines de chasseurs à pied modèle 59, comme celle-ci. Alors donc un modèle 67 qui va être affublé immédiatement du sobriquet de tabatière.
parce que la façon dont s'ouvre la culasse et sa forme elle-même rappelle ces petites boîtes où les fumeurs, les briseurs gardent leur tabac. Donc 1867, c'est le fusil à tabatière. Alors, le fusil à tabatière, donc c'est ici une carabine 59. Voici la cartouche 67 qui va être tirée par toutes ces armes à tabatière. Donc on chambre bien sûr la cartouche, voilà, hein, oui, qui rentre parfaitement. On va donc fermer la culasse, surtout pas le faire, ça pourrait peut-être partir. Bon. Et donc ce système est doté d'un extracteur, c'est-à-dire que lorsque l'on recule la culasse, le bloc culasse, cela fait sortir la cartouche, enfin l'étui vide, qui donc peut être extirpé et remplacé par une cartouche suivante. Alors, cette cartouche est une cartouche énorme, elle pèse 50 grammes, avec donc un projectile cylindro-ogival en plomb aussi, qui est dans un enroulement de clinquant de cuivre, qui est renforcé par un papier bleu collé. Le culot de la cartouche porte dans son centre la fameuse amorce pour faire partir le coup. Alors c'est une arme qui est relativement simple, qui est capable d'une cadence de tir de 9 coups quand même par minute, qui est quand même pas mal, ça va vite. C'est une arme qui a donc une portée utile de 400 mètres aussi, qui donc, avec un enrayé bien sûr, et qui permet donc de rendre de bons services. Alors l'histoire de cette arme-là est quand même un peu compliquée, parce que initialement elle était destinée aux troupes de réserve, c'est-à-dire la garde nationale mobile, et plus tard, en fin de guerre, les corps francs qui ont été créés par Gambetta dans la partie républicaine de la guerre. Et donc, cette arme va effectivement très rapidement être utilisée par la ligne. La ligne, ça veut dire les soldats de première ligne, parce que les chasse-peaux vont disparaître à une vitesse extraordinaire au cours des combats. Les premières semaines de la guerre, les chasse-peaux vont disparaître. La première chose à savoir, c'est qu'on a perdu 400 000 chasse-peaux d'emblée dès l'invasion prussienne dans les dépôts de frontières, qu'on a perdu 2000 chasse-peaux supplémentaires avec Bazaine au cours du siège de Metz, et que le 2 septembre 1870, on a perdu la guerre, on a perdu l'empereur, et on a perdu aussi 66 000 chasse-peaux. Il n'y en avait plus. Si bien qu'il a fallu qu'on arme la ligne et les nouvelles troupes recrutées avec des armes à tabatière. Et si bien que ces armes à tabatière, il y en avait 340 000 qui avaient déjà été faites, eh bien ça ne va pas suffire. Avec tout ça, ça ne va pas suffire. Il va falloir aller chercher encore des armes encore plus vieilles, plus anciennes, avec des canons lisses, et pourquoi pas des armes à silex pour les transformer à tabatière. C'est extraordinaire. Et alors, effectivement, je vais vous montrer l'une de ces armes dont l'histoire vaut être racontée. Voici un fusil à tabatière. Alors, on est son rêveur. Ce fusil est né à Silex. Pardon, il est né à Silex. C'est indiqué sur la platine Manufacture royale de Tulle. Royale.
Il est né à Silex en 1824. C'est le règne de Charles X. Il a subi une première modification, T, en 1840. C'est le règne de Louis-Philippe Ier. Cette modification, c'est le passage du silex à la percussion. Important. Il a subi une deuxième modification bis en 1860. Napoléon III. Cette modification, c'est la mise en rayure de son canon. Et il a subi une quatrième, si on peut dire, modification à tabatière en 1800, selon le modèle 1867, mais probablement sous la Troisième République. Parce que le fait que cette arme présente un bloc culasse en bronze nous permet d'émettre plusieurs hypothèses à ce sujet. Alors donc, bloc culasse en bronze, vous avez le même système, il faut être... Voilà. C'est la même chose qu'on avait vu avec la carabine 59. Le bloc culasse en bronze est un matériau facile à trouver, c'est un matériau facile à travailler, bien plus que l'acier. Il suffit de fondre un vieux chandelier ou une vieille horloge et vous avez de quoi faire une culasse en bronze. Et je pense que ce fusil-là a dû être fait dans un des nombreux arteliers de mécanique disséminés dans Paris au cours du siège entre septembre 70 et janvier 71. C'est certainement là qu'il a dû se faire construire, au point de vue de la tabatière. La deuxième hypothèse, c'est que ce fusil a probablement participé à l'une des pages les plus sombres de notre histoire. C'est le soulèvement de la Commune. Il est probable que ce fusil a été pris des mains d'un communard au cours de la semaine sanglante par un Versaillais. Donc vous voyez que toutes ces armes nous rappellent des souvenirs parfois un peu tristes. En fait, le fusil à tabatière n'a jamais été apprécié par le soldat, qui a nourri un complexe d'infériorité vis-à-vis de son homologue armé du Chassepot, ou encore mieux du Remington Rolling Block. C'est une arme qui a quand même l'étiquette de la défaite. C'est une arme qui porte sur elle la honte de la nation, de l'humiliation de la France. Et le citoyen, l'armée et la nation se sont empressés de l'oublier pour ne plus jamais en parler.